Alors, les ressources en énergie. Les questions énergétiques et environnementales sont indissociables. Les besoins en énergie ne cessent de croître, le climat de se modifier, les déchets de s'accumuler, les marées noires de polluer. Des technologies, stockage de l'énergie, du CO2, etc. et de nouveaux comportements doivent être adoptés pour limiter les impacts sur l'environnement. 1. Les énergies primaires et secondaires. Les énergies primaires regroupent l'ensemble des produits énergétiques non transformés. Les exemples sont le pétrole brut, le gaz naturel, l'énergie tirée de la fission de l'uranium, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, etc. Les énergies secondaires sont des énergies obtenues par la transformation d'une énergie primaire. Par exemple, la mutation du pétrole permet de générer du kérosène, du mazout, de l'essence. Une centrale thermique produit de l'électricité. Parmi les énergies primaires, on distingue les énergies non renouvelables. Ces sources d'énergie se renouvellent très peu et beaucoup moins vite qu'on ne les consomme. Elles sont donc épuisables. Le pétrole brut, le gaz naturel, les schistes bitumeux, les charbons, énergie fossile. L'énergie extraite de la fission de l'uranium, énergie fissile, sont des énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables, ces sources d'énergie sont considérées comme inépuisables, car elles sont présentes naturellement de manière continue et leur stock se reconstitue plus vite qu'on ne les utilise. Il existe différents types d'énergie renouvelable. L'énergie solaire, cette énergie produite par le soleil et captée par des panneaux solaires. L'énergie éolienne, cette énergie provenant du vent, permet de faire tourner les pales des éoliennes. L'énergie hydraulique, cette énergie issue des chutes d'eau au niveau des barrages et des moulins d'eau, actionne le mouvement des turbines. L'énergie géothermique, cette énergie qui provient de la chaleur des sous-sols de la Terre, est récupérée par l'intermédiaire des eaux chaudes thermales. L'énergie de la biomasse et des déchets, cette énergie est stockée dans les matières organiques comme le bois, le biogaz, produit par la fermentation de déchets organiques ménagers et des industries agroalimentaires, et les biocarburants issus du tournesol, du colza et de la betterave. L'ensemble de ces énergies permet la fourniture d'énergie électrique, de biocarburants ou d'énergie thermique. Les exploitations et les utilisations des énergies renouvelables. Les exploitations et les utilisations des énergies renouvelables sont beaucoup moins polluantes que ceux des énergies fossiles. Elles sont qualifiées d'énergies vertes. Mais ces énergies inépuisables peuvent présenter certaines limites. Aléas de production, énergie éolienne, énergie solaire. Répercussions sur le paysage, énergie éolienne. Inondation de vallées pour la construction de barrages, énergie hydraulique. Pour la biomasse, malgré de nombreux avantages comme la facilité de stockage et sa faible émission de gaz à effet de serre, elle possède un inconvénient majeur qui sont les impacts sur l'environnement, surtout pour les biomasses solides telles que le bois. Déforestation, réduction de la biodiversité, production de polluants, NOx, dioxine, etc. Plus de 80% de la production énergétique mondiale repose sur les énergies fossiles. Pétrole, charbon, gaz naturel. Figure ci-dessous montre la répartition de ces réserves dans le monde. Globalement, ok. Réserve de charbon, donc États-Unis, Russie. États-Unis 26%, Russie 17%, Chine 12%, Australie 8%, Inde 6%, réserve de gaz, Iran 18%, Russie 16%, Qatar 13%, donc l'Iran, la Russie, le Qatar, Turkménistan, les États-Unis 5%, réserve de pétrole, Venezuela 18%, Arabie Saoudite 16%, Canada 10%, Iran 10% et Irak 10%. Donc alors, même si les énergies fossiles sont les sources d'énergie les plus utilisées, les énergies renouvelables occupent une place d'une importance croissante et sont le plus mises en avant. 2. La consommation d'énergie. La consommation d'énergie dans le monde. A. L'énergie est utilisée aujourd'hui dans le monde de façon inégalitaire. En zone écologique, États-Unis, consommation d'énergie primaire par habitant. En TEP par habitant, je ne sais pas ce que c'est avec les États-Unis, 6,7. Brésil 1,37, Allemagne 3,77, France 3,65, Éthiopie 0,50, Chine 2,15, Japon 3,35, moyenne mondiale 1,85. Un quart de la population population mondiale a recours aux 3/4 de l'énergie produite
et les disparités sont grandes du nord au sud. L'Agence internationale de l'énergie présente les résultats pour l'année 2015. Sources d'énergie primaire, donc pétrole, consommation en gigatep, pourcentage, donc 31%, c'est du pétrole, donc 4326 gigatep, charbon 3834, soit 28%, gaz naturel 2947, soit 21%, nucléaire 668 gigatep, soit 4,9%, biomasse et déchets 1323, soit 9,7%, hydroélectrique 341, soit 2,5%, autres éolien, solaire, géothermique 204, soit 1,5% total, 13 647, soit 100%. L'analyse du tableau ci-dessus montre qu'en 2015, plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie a reposé sur les combustibles fossiles. Donc, la part des énergies renouvelables ne représente que 14% environ de la consommation d'énergie primaire dans le monde. Cette répartition inégalitaire de l'énergie ainsi que sa surconsommation entraîne un phénomène préoccupant pour l'avenir de l'humanité, épuisement des ressources. En effet, les énergies non renouvelables étant exploitées bien plus vite qu'elles ont le temps de se reconstituer, elles se raréfient. Qui plus est, la population n'a de cesse de grandir, ainsi les besoins en matière de ressources ne cessent de grandir. Sur le long terme, qu'en sera-t-il de notre espèce si nous manquons de ressources? C'est là tout l'enjeu de la mise en avant des énergies renouvelables, et plus généralement du développement durable. Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. La consommation d'énergie en France. B. L'énergie consommée en France provient de différentes sources primaires, la plus importante étant actuellement le nucléaire. En France, plusieurs secteurs sont consommateurs d'énergie. En 2018, la répartition était la suivante, chiffre du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, 19% pour le secteur de l'industrie, par le secteur de l'industrie, industrie agricole et alimentaire, la sidérurgie et le bâtiment, 32% par le secteur des transports, transport de marchandises des personnes, 46% par le secteur résidentiel, chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, climatisation, réfrigération, éclairage et appareils électriques, et le secteur tertiaire 46% pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire 3% pour le secteur agricole. En 3, les consommations des émissions. Les conséquences des émissions que le développement économique et social d'une société ne peut se faire sans énergie. Actuellement, les ressources fossiles constituent plus de 3/4 des sources énergétiques mondiales, mais elles sont à l'origine de dégradation de l'environnement et peuvent avoir des conséquences sur la santé des populations. A. L'impact sur l'environnement. L'utilisation des énergies fossiles est néfaste pour l'environnement, en particulier à cause de l'émission des gaz à effet de serre GES. Sources d'émissions. Or, transformation d'énergie, industrie manufacturière, déchets, résidentiel et tertiaire, agriculture, sylviculture, transport. L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre et par conséquent la présence de vie. En effet, les gaz à effet de serre empêchent qu'une large part de l'énergie solaire, le rayonnement infrarouge et donc la chaleur soit renvoyée de la Terre vers l'espace. La libération des gaz à effet de serre par les activités anthropiques, énergie fossile, renforce l'effet de serre naturel, entraînant une hausse des températures, une accélération du réchauffement de la planète et des règlements climatiques. Parmi les gaz à effet de serre, le gaz carbonique CO2 provient essentiellement de la combustion des énergies fossiles, le métal CH4 de l'agriculture et de l'élevage, le protoxyde d'azote N2O des engrais, les gaz fluorés des bombes à aérosols, des climatiseurs et des réfrigérateurs. Les émissions de CO2 ont augmenté de 40% en 150 ans. Le transport en sont le plus grand producteur. Cependant, tous ne rejettent pas la même quantité de CO2. Le graphique ci-dessous compare les émissions de ce gaz exprimées en grammes de CO2 par passager et par kilomètre pour différents moyens de transport. Avion, vol, navette, voiture particulière, autocar, train grande ligne 10%, 10 grammes de CO2, TGV 3, avion, vol, navette 144, voiture particulière 85, etc. L'empreinte carbone correspond à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre générées par une activité.
Alors, l'empreinte carbone, ça correspond à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre générées par une activité, un individu, un groupe ou une organisation. Elle s'exprime en équivalent CO2, ex-CO2. Cette valeur prend en compte les émissions directes qu'un individu produit, par exemple en utilisant sa voiture ou en se chauffant. Les émissions indirectes que l'individu ne produit pas, mais qui s'avèrent nécessaires pour la fabrication de ses produits alimentaires, de ses vêtements, l'envoi de ses mails, etc. L'empreinte carbone d'un Français est d'environ 11 tonnes équivalentes de CO2 par an. 27% pour les transports, 27% pour le logement, 16% pour l'alimentation, 7% pour l'habillement et l'équipement, 10% pour la santé, l'éducation et les services publics, 13% pour les autres biens et services. L'empreinte carbone permet d'estimer les rejets de gaz à effet de serre des différentes activités humaines. Production d'1 litre d'eau, 120 grammes d'équivalent CO2 émis. Fabrication d'une tablette de chocolat, 250 grammes d'équivalent CO2 émis. Confection d'un t-shirt, 4 grammes d'équivalent CO2 émis. Les étiquettes environnementales. Les étiquettes environnementales, certaines catégories de produits doivent obligatoirement présenter des étiquettes environnementales. Loi Grenelle 2 d'octobre 2009. Ces étiquettes informent le consommateur de l'impact environnemental et des rejets en gaz à effet de serre qu'implique la fabrication du produit ou de son utilisation. Elles prennent en compte tout le cycle de vie du produit. En particulier, il existe des étiquettes énergie pour l'équipement de la maison, des étiquettes énergie pour les appareils de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les climatiseurs, des étiquettes environnementales pour l'habitat, logement et support de construction, de décoration, des étiquettes environnementales pour les transports, voitures individuelles et pneumatiques. La figure ci-dessous présente l'étiquette environnementale des différents produits. A+, A, A++, etc. Les informations présentes sur ces étiquettes doivent être à la fois claires et précises. Cela explique qu'elles évoluent pour être améliorées régulièrement. Ces étiquetages sont également tenus d'être identiques dans différents pays, en particulier européens, afin de permettre une homogénéisation des informations fournies aux consommateurs. En plus de ces GES, les énergies fossiles émettent d'autres types de polluants, comme des particules fines à l'origine de la pollution de l'air des villes. Les pluies acides générées par cette pollution atmosphérique et la recherche d'énergie fossile et uranium, pétrole entraînent par ailleurs une pollution des sols, la destruction des forêts ainsi que l'extinction d'espèces animales et végétales, et donc la diminution de la biodiversité. B. Les impacts sanitaires. L'émission de gaz à effet de serre et d'autres polluants, particules fines dans l'atmosphère, peut être responsable de l'irritation des voies respiratoires, de crises d'asthme, de troubles cardiovasculaires. Ces émissions sont parfois à l'origine de maladies respiratoires chroniques, de malaises cardiovasculaires ou de cancers. La santé des individus risque d'être impactée par voie digestive, via l'alimentation ou par voie cutanée, avec des irritations importantes de la peau. Enfin, la pollution atmosphérique est suspectée d'avoir des effets sur le cerveau et sur certaines fonctions comme la reproduction. Il est à noter que la sensibilité d'un individu à la pollution atmosphérique dépend de son âge, de son sexe et de son état de santé. Ces conclusions. Les stocks des énergies fossiles s'épuisent peu à peu. De plus, leur utilisation a des conséquences non négligeables sur l'environnement et la santé. Il est impératif de limiter leur emploi polluant. Il faut donc privilégier les énergies renouvelables et diminuer notre consommation en énergie. Alors 4. Les mesures éco-citoyennes pour économiser les énergies. Les bons gestes au quotidien. Compte tenu des ressources énergétiques utilisées et des besoins qui ne cessent d'augmenter avec la croissance démographique et le développement économique, notre comportement doit changer pour répondre aux impératifs de demain. Les ménages dépensent environ un tiers de l'énergie produite en France pour leur utilisation domestique. Dans les résidences principales, la consommation d'énergie se répartit ainsi. Chiffre du CEREN 2013, 67% pour le chauffage, 16% pour l'électricité spécifique, réfrigérateur, congélateur, éclairage, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, audiovisuel, autres. 10% pour l'eau chaude, 6% pour la cuisson des aliments. Les bons comportements pour mieux se déplacer. Dans notre société, toutes nos activités professionnelles, de loisirs, de consommation entraînent une augmentation de la mobilité. Ce mode de vie a des conséquences de plus en plus préoccupantes. Croissance du trafic urbain, difficultés de stationnement, nuisances sonores, accidents de la circulation, mais surtout pollution de l'air et contribution à la modification du climat. Pour se déplacer en limitant la pollution de l'air, modifions nos comportements. J'ai le réflexe vélo ou marche dès que possible. Je choisis de préférence les transports en commun, bus, tram, train, métro. J'adopte une conduite souple et respectueuse des limitations de vitesse. Une économie de 20 à 40% sur la consommation peut être ainsi réalisée. J'essaie le covoiturage car il est possible de partager mon véhicule. B. Les bons comportements pour les besoins domestiques. Là aussi, certains gestes permettent de diminuer l'impact énergétique.
J'isole ma maison, je produis de la chaleur avec un matériel optimal et bien entretenu, chaudière à condensation, pas de chaleur. Je chauffe mon domicile à la bonne température, 19 degrés, programmateur de chauffage. J'utilise des ampoules basse consommation et j'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Je ne laisse pas fonctionner les appareils pour rien et je ne les maintiens pas en veille. J'achète des appareils performants en énergie, étiquette d'énergie classe A. Ampoule basse consommation. Pour une même luminosité, les lampes basse consommation LBC consomment 4 à 5 fois moins de courant que les ampoules à incandescence et les halogènes. Leur durée est d'environ 8000 heures contre 2000 pour les halogènes et 1000 pour les ampoules à incandescence. 5. Les mesures collectives pour économiser l'énergie. La sensibilisation du grand public s'effectue grâce à deux types d'approches, les actions de sensibilisation et les actions d'information. Alors, les actions de sensibilisation. Cela peut prendre la forme de campagne. Cela peut prendre la forme de campagne grand public du ministère de l'écologie et de l'ADEME. Par exemple, réduisons nos déchets, ça déborde, économie d'énergie, faisons vite, ça chauffe. Des gestes pour faire des économies au quotidien, purger les radiateurs, éteignez vos équipements à un seul clic, installez un mousseur sur les robinets, installez des ampoules LED 3 à 5 euros, placez vos appareils de froid loin des sources de chaleur, réglez votre chauffe-eau entre 55 et 60 degrés, prenez une douche plutôt qu'un bain, lavez son linge à 30 degrés, éteignez votre ordinateur et débranchez vos chargeurs après usage, etc. Alors, B, action d'aide et d'information. Des espaces info-énergie sont mis en place pour apporter des conseils en matière d'efficacité énergétique, étiquetage énergétique aux professionnels et aux particuliers. Le diagnostic de performance énergétique DPE est obligatoire lors de la vente de tout logement depuis le 1er novembre 2006 et pour tous les bâtiments résidentiels depuis 2009 afin d'évaluer leur qualité énergétique. Dans le secteur de l'énergie, la directive éco-conception sur les lampes interdit la vente d'ampoules à incandescence. Dans le secteur des transports, les mesures mises en œuvre visent à améliorer l'efficacité des modes de transport. Le système de bonus-malus écologique lors de l'achat d'un véhicule a permis en France d'avoir en 2009 un marché du neuf le moins émetteur de CO2 et l'Union européenne est le deuxième parc en circulation le moins polluant. Dans le secteur agricole, l'instauration du plan de performance énergétique des exploitations agricoles a pour but de faire des économies d'énergie et de favoriser la conversion aux énergies renouvelables. Dans le secteur du bâtiment, le Grenelle de l'environnement a fixé des objectifs ambitieux pour les constructions neuves, privilégier les bâtiments énergie positive. Pour le parc des bâtiments existants, une réduction des consommations primaires. Le crédit d'impôt, développement durable et l'éco-prêt à taux zéro constituent des mesures majeures d'accompagnement dans l'évolution du parc. Un bâtiment à énergie positive, BEPOS, présente un bilan énergétique global positif, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Un système de production locale d'énergie électrique ou thermique est établi. L'énergie non absorbée par le bâtiment est stockée en vue d'une consommation ultérieure ou réinjectée dans le réseau qui pourrait être revendu. Le bâtiment passif, BEPAS, se construit selon une logique de sobriété énergétique, en particulier captation passive de l'énergie solaire et de la chaleur du sol, isolant performant, ventilation contrôlée et limitation des consommations des appareils ménagers. Cette structure reste cependant plus onéreuse et plus complexe à mettre en œuvre qu'une maison traditionnelle. Certaines aides financières nationales ou locales peuvent toutefois diminuer le coût global du projet. Alors, c'est action européenne et mondiale. Les directives européennes fixent régulièrement les objectifs énergétiques à atteindre à différents horizons. Par exemple, le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 prévoit des cibles et des objectifs stratégiques à l'échelle de l'Union européenne pour la période 2021-2030 tels que réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% par rapport au niveau de 1990, porter la part d'énergie renouvelable à 32% au moins, améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5%. Les mesures adoptées par l'État français s'inscrivent dans les directives cadre énergie-climat de l'Union européenne. Aujourd'hui, la température moyenne planétaire a augmenté d'environ 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle 1850-1900 et continue de croître. Il est donc impératif de modifier nos utilisations énergétiques en termes de quantité de sources employées. Ces changements doivent être effectués au niveau mondial. Les responsables des différents États se réunissent donc régulièrement afin de trouver des solutions et de limiter les impacts énergétiques. Protocole de Kyoto en 97, sommet de 2014 au siège de l'ONU, conférence de Paris Climat en 2015 ou COP 21.